La pantoufle de Sappho ********, La pantoufle de Sappho et autres contes Charles Carrington, libraire-éditeur 13, Faubourg Montmartre, Paris. Sa chère Masoche, l'amour cruel à travers les âges. La pantoufle de Sappho et autres contes traduits par D. Dolores, Paris. Charles Carrington, libraire-éditeur 13, Faubourg Montmartre, 13 907. La pantoufle de Sappho, 1859. La pantoufle de Sappho, 1859. L'hiver de 1859 étendait son blanc et floconneux tapis de neige sur les remparts de la joyeuse capitale autrichienne et, au environ, sur les coupoles du Camembert et du Léopoldsberg. Le monde brillant et aristocratique était rentré des eaux et de ses terres, et l'on s'amusait, dans les salons privés, ainsi qu'aux lieux de réjouissance publique, simplement et gaiement, comme cela n'était guère possible, alors, que dans la ville impériale, résidence de l'empereur France. Mais le point culminant des distractions et des plaisirs, comme de l'intérêt artistique et littéraire, était encore et toujours le Burgtheater, institution populaire au sens le plus élevé, où les aspirations idéales de l'élite de la nation se joignaient aux efforts les plus nobles, car une censure hautement sagace rognait les ailes fougueuses du Pégase autrichien, et la vie politique n'agitait encore que la Hongrie avoisinante, ne se manifestant guère que par les paroles, les chansons et les actes des compagnonnages allemands et de quelques étudiants des universités de Vienne ou de Prague. Entre le public et les acteurs, régnait une véritable intimité, car les Viennois de cette époque ne se contentaient pas d'admirer l'artiste sur la scène, ils le suivaient dans sa vie journalière et jusque dans sa demeure, non pour épier un scandale et s'amuser des vices des protagonistes chargés d'incarner les rêves héroïques ou spirituels des poètes, comme cela a lieu de nos jours, mais avec le naïf désir de voir la pâle Louise assise à sa table à thé, d'entendre la rêveuse Charlotte potiner en buvant du café, de surprendre la fière princesse Éboli en train de tricoter des bas ou le vaillant chevalier Guedes de faire sa partie de tarok. Le public viennois était au courant de tout ce qui se passait derrière les coulisses. Il connaissait le nom de chaque adorateur de la Stiche, il savait toujours, à n'en pas douter, quel soir Korn était plus rauque que de coutume et en quel lieu il avait bu le champagne responsable, et, lorsqu'enfin Sophie Schroeder monta, tel un soleil, au firmament de l'art dramatique, faisant pâlir toutes les étoiles, il ne tomba pas une épingle dans le boudoir de la tragédienne sans que le tout Vienne en fût informé, depuis le chancelier d'État jusqu'à l'apprenti cordonnier, depuis le cocher de fiacre jusqu'à l'empereur. L'intérêt que prenait la ville entière à la personnalité de Sophie était de nature exclusivement artistique, bien que partant d'un sentiment très humain, car la Schroeder n'était ni belle ni même élégante. Mais, quand elle paraissait drapée à la grecque, sur les planches, quand sa superbe voix laissait tomber les ondes mélodiques de la langue rythmée, quand son génie invoquait des figures d'une vérité saisissante et d'une dignité surhumaine, elle entraînait les cœurs, comme jamais aucune artiste ne l'avait fait. À ces moments, elle devenait belle, d'une beauté antique et qu'on eût cru sortie d'un sarcophage ancien. Sophie n'était pas grande, mais elle avait ce port de tête imposant que possédait avant elle l'auteur du Faust, et qui la faisait paraître plus haute qu'elle ne l'était en réalité. Il n'était pas une grande dame, pas une souveraine, qui ne lui eussent envié sa distinction native et l'empire qu'elle exerçait sur les mortels. Elle semblait née pour voir un peuple à ses pieds, tant son regard était dominateur. Sa situation matérielle eût pu être brillante, mais ne l'était point,
parce qu'en vraie fille de l'art, la Shredé n'entendait rien aux choses pratiques, et sa délicatesse s'opposait à ce qu'elle se laissât entourer, par ses adorateurs, de ce luxe princier que possèdent de nos jours les plus insignifiantes comédiennes. Sophie avait une idée trop haute de l'amour, de l'art et d'elle-même, surtout d'elle-même, pour se faire payer ses faveurs avec des diamants. Si elle souriait à un homme, ce sourire partait du cœur, et si elle consentait à l'enivrer, elle voulait être elle-même heureuse de toute son âme. La courtisanerie qui engendre le dégoût et dont, à l'heure actuelle, souffre et se meurt l'art dramatique, lui était complètement inconnu. Il était donc naturel que, ses fiers sourcils ayant décoché une fois de plus les flèches d'amour dans un cœur, elle fut la dernière à en être informée. On se chuchotait la nouvelle dans les loges, on en parlait dans les fauteuils, on en riait en se poussant du coude, au parterre et aux galeries, alors qu'elle-même ne savait rien encore du noble captif qu'elle avait fait. En l'année 1859, le public du Burgtheater remarqua un jeune homme qui, chaque soir où la Shredé jouait, occupait le fauteuil du coin de gauche au premier rang, dont le regard, sitôt qu'elle paraissait, s'attachait avec une émotion fiévreuse à tous ses mouvements, et dont l'enthousiasme était si entraînant que, maintes fois, il oubliait les lois du théâtre pour applaudir au milieu d'une scène. Tout Vienne savait depuis longtemps que c'était un prince polonais, colossalement riche et épris d'une délirante passion pour la tragédienne, avant que la Shredé se doutât seulement de l'existence de cet heureux malheureux. Un jour qu'elle attendait en scène le commencement du premier acte, Sophie remarqua quelques comédiennes qui examinaient la salle à travers le trou du rideau, et entendit le colloque suivant: « Le voilà encore. » Qui cela? Le soupirant muet de la Shredé. La Shredé s'approcha pour mieux écouter. Fais-le-moi voir. Où donc est-il? Là, dans le coin de gauche, au premier rang. La Shredé, cette fois, en savait assez et, quand le rideau fut levé, elle profita d'une réplique, pour chercher des yeux l'inconnu. 15 jours se passèrent avant qu'elle n'apprît son nom. Il était effectivement polonais et fort riche, mais il n'était point prince, un simple gentilhomme, Félicien de Wasilowski. Depuis ce jour, Sophie le remarqua chaque fois qu'elle jouait, et elle apprit que, tout aussi régulièrement, il demeurait absent quand elle ne jouait point. Au bout de peu de temps, une entente tacite s'établit entre la tragédienne et son admirateur. En entrant en scène, son premier regard était pour lui, de même son dernier coup d'œil avant de sortir. Si une tirade lui réussissait particulièrement, le Polonais hochait imperceptiblement la tête et ce léger mouvement n'échappait point à l'artiste. Quand, à l'issue de la représentation, elle montait dans le carrosse du Burgtheater, surnommé ironiquement le chariot de Thespie parce qu'il résonnait avec un bruit de ferraille sur le pavé caouteux de l'antique ville, le Polonais se trouvait à la porte de sortie, la dévorant de ses yeux ardents, bien qu'il ne pût apercevoir d'elle que le bout de son nez, tout le reste étant emmitouflé de fourrures et de voiles. Un soir qu'elle venait de remplir un de ses meilleurs rôles, elle était assise et prête à fermer la portière, quand une superbe couronne de laurier vint s'abattre à ses pieds. Le Polonais la lui avait jetée et s'était aussitôt enfui. Ce mystérieux et craintif hommage, en ce lieu solitaire et sous le couvert de la nuit, toucha le cœur sensible et poétique de la tragédienne plus que les ovations bruyantes et impétueuses à la lumière des lustres et dans la salle comble. La Shredé commença à s'intéresser au jeune homme et à se demander si elle pourrait l'aimer.
Une autre fois, le dégel était survenu, des cascades ruisselaient des gouttières et des torrents mugissaient le long des trottoirs. La Shredé hésitait à enjamber les flaques d'eau qui la séparaient du lourd véhicule. Le Polonais fut aussitôt sur place, étendit son manteau sur le pavé, et elle put atteindre sa voiture, les pieds secs. Cet exploit chevaleresque remplit de joie l'artiste, mais quand elle se pencha pour remercier son cavalier servant, celui-ci, ramassant son manteau, s'était éclipsé. Grillparzer que son drame romantique de l'aïeul avait placé parmi les dramaturges favoris de l'Allemagne, au temps où la tragédie du destin empruntée au théâtre espagnol était de mode comme, de nos jours, le drame d'adultère français, venait de confier au Burgtheater une nouvelle pièce, intitulée Sappho. Quittant les abrupts sentiers romantiques, il reprenait la large voie classique où Schiller et G2, après plus d'un écart, s'étaient également retrouvés. Le rôle de Sappho avait été écrit, non à la manière de nos ouvriers modernes, qui ajustent leur rôle sur les acteurs, comme un tailleur ajuste un costume. Grillparzer était poète dans l'âme et c'est du fond de son être qu'il tirait ses héros, mais, pas plus que le reste du monde, il ne pouvait échapper à la puissante influence de la Shredé, ni se dérober à l'impression grandiose qu'elle produisait, et le rôle de son héroïne avait pris, à son insu, les traits et l'allure de la tragédienne, qui naturellement il incombait. Le matin de la répétition de lecture, tandis que la pure et idéale diction de Sophie enthousiasmait ses camarades et remplissait le cœur modeste de l'auteur d'un glorieux espoir dans Astérisque succès futur, au coin de la place Saint-Michel et du marché aux choux, se tenait une femme pauvrement vêtue, qui cachait son visage sous le fichu passé sur sa tête. Elle semblait avoir honte. Pourtant elle ne mendiait point et se serrait, inquiète, contre la muraille, en tremblant de tous ses membres, car il faisait un froid impitoyable et elle ne portait qu'une robe d'été rapiécée sous son vieux fichu. Pourtant elle ne mendiait point. Elle n'essayait même pas de tendre la main quand un grand seigneur ou une élégante dame, confortablement emmitouflée de fourrure, passait auprès d'elle. Aussi, personne ne la remarquait, pas même le sergent de ville qui faisait les 100 pas non loin de là. La pauvre vieille, plus morte que vive, ressemblait à une de ces statues de pierre que le pieux Moyen Âge incrustait dans les murailles de ses églises en souvenir des défunts. Elle était tout aussi muette et privée de mouvement. Mais, quand les comédiens, après la répétition, sortirent par la petite porte du théâtre et se répandirent sur la place, une violente commotion fit tressaillir le corps de la pauvresse. Elle soupira et sa tremblante main, raidie par le froid, serra plus fort contre son visage ravagé par l'affliction, le fichu qui le couvrait. Les acteurs se séparèrent au milieu de la place en échangeant d'aimables saluts, et Sophie Shredé se dirigea seule vers l'endroit où tremblait la vieille. Elle traversait le marché pour se rendre au Graben, l'esprit tout rempli de son rôle, allait passer, comme tout le monde, si un hasard ne l'eût arraché à ses pensées et attiré son attention. Vous perdez quelque chose, lui dit une voix rauque qui semblait brisée et dont, cependant, le timbre lui parut familier. Se retournant, elle vit la main décharnée de la vieille lui tendant le rôle qu'elle avait laissé glisser de son manchon. Sophie Shredé, surprise, considéra la pauvre femme. « Qu'avez-vous ? Lui dit-elle de sa merveilleuse voix, vous paraissez bien pauvre et malheureuse. Pourquoi me cachez-vous votre visage comme s'il m'était connu ? La vieille femme étouffa un sanglot et voulut s'éloigner. La Shredé, de son bras robuste, la retint et, doucement, écarta le fichu.
Mon Dieu, balbutia T.L. en découvrant le visage défait, c'est vous, ma chère Muller. Vous, dans cette situation. Dois-je trouver la belle artiste, aux pieds de qui se prosternaient les comtes et les princes, réduite à mendier. Je n'ai pas mendié, murmura la vieille, tandis que des larmes brûlantes coulaient le long de ses joues émaciées. Je suis seulement restée debout dans ce coin. C'est la première fois, j'avais si affreusement faim, mais personne ne m'a rien donné et je mourrais plutôt que de recommencer. Je ne veux pas que vous recommenciez, s'écria Sophie. C'est moi qui vais. La tragédienne ouvrit sa bourse, mais l'intérieur de cette bourse offrait un spectacle bien triste ou bien risible, comme on voudra. La grande Sophie eut de la peine à rassembler 20 Kreutzer, qu'elle glissa dans la main de la vieille tout en lui montrant sa bourse vide. Voyez, cher Muller, je ne possède rien moi-même. Il n'en va pas autrement avec nous autres comédiens, si quelque marchand ne me faisait crédit, je serais souvent bien embarrassé pour m'habiller. Mais cette bagatelle ne vous tire pas d'affaire. Mais si, murmura la comédienne en serrant la main de sa camarade. Non, non, il vous faut beaucoup plus. Comment ferons-nous? Sophie se mit à réfléchir. Des badauds de Touran s'étaient rassemblés autour des deux femmes, car la curiosité des Viennois est notoire. Tout à coup, la Schröder fendit le groupe. Une belle et heureuse inspiration venait d'illuminer sa physionomie d'habitude austère. Elle entra précipitamment dans une boutique de confiseur et en revint, une assiette à la main. C'est moi qui mendierai astérisque pour vous, Muller, dit-elle avec ce sourire qui lui ouvrait tous les cœurs. Effectivement, elle se plaça à côté de la vieille actrice et tendit l'assiette. Une aumône astérisque pour une malheureuse, je vous prie, la charité pour une pauvre comédienne âgée. En quelques secondes, l'assiette se couvrit de pièces d'argent et de cuivre de toutes sortes. Mais cela ne satisfit pas la quêteuse. Quand Sophie se mêlait de quelque chose, elle voulait que ce fût bien, et elle ne se lassa pas de prier et de tendre l'assiette. Les passants, qui apercevaient la Schröder, dans sa pelisse brune bien connue, entourée d'une foule de curieux, s'arrêtaient et se frayaient un chemin jusqu'à elle. Grands seigneurs et grandes dames jouaient des coudes et se mêlaient à la foule, pour le plaisir de déposer une banque-note dans l'assiette que tenait la main de la célèbre femme, jusqu'au policier, qui approcha, les sourcils froncés, et s'effaça en reconnaissant la Schröder. La mendicité est interdite sous peine d'amende, grommela-t-il respectueusement dans sa moustache noire, mais non aux comédiens impériaux et royaux. Mon Dieu, que vous êtes bonne, soupira la vieille. Que Dieu vous le rende. Moi je ne le puis, c'est trop, beaucoup trop. Enfin la Schröder elle-même se déclara satisfaite. Elle souleva le peigne du fichu de la vieille et, d'un geste hardi, y jeta pêle-mêle les banques-notes, les pièces d'argent et les monnaies de cuivre, lorsqu'au moment de rapporter l'assiette, elle dut l'attendre une fois encore, son adorateur, le gentilhomme polonais, surgit inopinément, la tête découverte, offrant un billet de 50 florins. Un regard rayonnant de la femme adorée fut sa récompense. Cela suffira bien pour quelque temps, n'est-ce pas, Muller, dit la tragédienne en se tournant une dernière fois vers sa camarade. Puis, tu reviendras, n'oublie pas, Muller, promets-moi de ne pas oublier. Mais les badauds de Vienne n'abandonnèrent pas aussi facilement leur comédienne favorite.
Ils l'escortèrent au-delà du marché aux chevaux jusqu'au Graben, où elle dut se réfugier sous la voûte de la chatte, jusqu'à ce que la foule se fût dispersée. Chemin faisant, Sophie ne put s'empêcher de repenser au Polonais. Il m'intéresse, s'avouait-elle. Il est beau, ses manières sont nobles et il a certainement bon cœur. Mais je ne suis pas dans l'âge où l'on recherche les adolescents. Il n'est pas assez viril, il lui manque d'être un homme et, à moi, d'être sa faux. Je pourrais difficilement l'aimer. Et lui? Espérons qu'il sera raisonnable et ne se jettera pas dans le Danube. L'Autriche ne possédait encore, à ce moment, aucune littérature digne de ce nom et qui méritât de fixer l'attention de l'Europe. Les œuvres dont on s'occupait dans la ville impériale étaient d'importation étrangère, comme Frédéric Schlegel et Zachary Werner. L'empereur France, qui eût volontiers entouré son trône nouvellement redoré après tant de difficultés et de luttes, de noms illustres et glorieux, témoigna une joie qui ne lui était pas habituelle en des circonstances de ce genre, en apprenant que l'auteur de l'œuvre qui venait de triompher à la Burg était un Autrichien. Il le fit venir dans sa loge, lui tapa familièrement sur l'épaule et prononça toutes sortes de paroles aimables, dans le débonnaire dialecte viennois. Mais lorsque, s'enquérant des conditions du poète, il apprit qu'il était fonctionnaire, l'empereur arrêta net l'entretien et lui tourna le dos. À ses yeux, quand on servait l'État, écrire autre chose que des actes officiels constituait un délit. Aussi Grillparzer que la critique viennoise traitait sans bienveillance, n'eut, après comme avant, d'autres ressources que son talent et la faveur du public. Celle-ci, d'ailleurs, ne lui fut point ménagée, l'aïeul fut acclamé avant que les gazettes eussent eu le temps de formuler leur avis, et non moins chaudement après. C'est en ce public si avisé et si vibrant, que Grillparzer mit toute son espérance lors de la mise à l'étude de Sappho, paraissant 2 ans après l'aïeul, et sa foi fut non moins inébranlable en la puissance dramatique de la Schredé. Il savait que non seulement elle ne trahirait aucune de ses intentions de poète, mais que la plénitude de son jeu et la majesté plastique de ses mouvements infuseraient la vie à son héroïne. Il allait voir l'artiste presque journellement et plus souvent encore pendant les jours qui précédèrent la représentation, non pour lui donner des conseils, mais pour puiser chez elle courage et confiance, le jeune auteur de 30 ans commençant déjà à souffrir de ce pessimisme artistique qui, plus tard, devait envenimer tous ses efforts et lui faire abandonner la lice. Quelques heures avant la première, Grillparzer se trouvait encore sur le petit canapé à fleurs du salon de Sophie, tandis que les affiches de la Sappho s'étalaient sur tous les murs attirant les curieux qui faisaient cercle autour, et que les amateurs de théâtre suivaient impatiemment des yeux les aiguilles de leurs pendules. Le poète regardait la comédienne arranger, avec l'aide de Mlle Babette, des étoffes, dans le grand panier qui lui servait de garde-robe. Mais, mon cher maître, dit soudain l'actrice en se plaçant devant lui et en rejetant la tête en arrière, d'un mouvement qui lui était familier, je n'ai plus que faire de vous. Vraiment, fit le poète, et il leva vers elle ses beaux yeux bleus suppliants. Puis, d'un ton résigné, alors il me faut partir. Grillparzer se leva en poussant un soupir, prit son chapeau et soupira de nouveau. La Schredé lui tendit la main. Je pars, dit-il en considérant cette main, mais vous savez que je déteste le baise-main, je dois vous baiser la main. Si j'étais berlinois, je dirais que votre main est spirituelle, mais, en bon viennois, je vous dis seulement, vous avez des menottes affriolantes. Il porta la main,
qui paraissait sculpté dans de l'ivoire, à ses lèvres éparties. À peine la Shredée se trouva-t-elle seule, qu'on frappa à la porte. La vieille comédienne, M. Muller, entra timidement. « Mon Dieu, vous allez m'en vouloir de me présenter au moment d'une première. Je sais que ce n'est pas agréable et qu'on n'aime pas cela. J'ai été moi-même dans ce cas. Mais vous me pardonnerez, quand vous saurez que j'ai été bien malade et que je le suis encore, mais, quand j'ai appris qu'on jouait aujourd'hui une pièce nouvelle de l'auteur de l'Aïeul et que c'est vous, divine Shredée, qui créez Sappho, je suis sauté de mon lit et accouru. Il faut que je vous voie jouer, il le faut. Ayez pitié de moi, donnez-moi une carte pour la galerie. » La vieille levait des mains suppliantes. « Rassurez-vous, vous me verrez jouer, ma chère Muller, mais, avant tout, prenez une tasse de café bien chaud, cela vous fera du bien. » La Shredée força sa vieille camarade à prendre place sur le canapé, et la servit de ses propres mains. Pendant qu'elle était assise à humer le breuvage réconfortant et qu'un sourire de bonheur épanouissait ses vieux traits ridés, la Shredée terminait ses préparatifs tout en causant. « Il est impossible que vous montiez à la galerie ce soir, je ne le permettrai pas. On s'y étouffera, vous pourriez vous trouver mal, la foule, la chaleur. Le parterre doit être comble également, vous ne pourriez vous tenir debout et les sièges doivent être tout loués. » Elle réfléchissait. « Savez-vous quoi? Je vous emmène dans les coulisses au lieu de Babette, qui trouvera une place à l'orchestre où on la connaît bien. » « Que vous êtes bonne! Et où en est l'argent? » poursuivit la tragédienne. « Nous autres artistes en manquons toujours. Ainsi, parlez franc. Que vous faut-il? La maladie a tout absorbé. » « Vous croyez cela? » repartit la vieille en souriant. « Oh non, je suis devenue très économe. Avec ce que je dois à votre générosité, je puis encore vivre le quart d'une année. » La Shredée avait ouvert son porte-monnaie et éclata de rire. « Voyez, dit-elle, joyeuse comme une enfant, je voulais vous gâter et ne possède rien moi-même. Vous êtes en ce moment plus riche que moi. Je donne à Babette ce qu'il lui faut pour tout le mois, une fois qu'elle l'a dans ses mains, je n'ai plus le droit d'y toucher, le reste passe par la fenêtre, je ne sais comment. L'important est que vous soyez momentanément à l'abri du besoin. Mais occupons-nous de l'avenir. Divine amie, si je pouvais entreprendre un petit commerce, un tout petit commerce, soupira la vieille actrice. Bon. Et combien faudrait-il? Je n'en ai pas le moindre soupçon. 1000 écus peut-être. La vieille femme eut presque une frayeur. 1000 écus? S'écria-t-elle, le 10e suffirait. 100 écus? Vous les aurez, assura la Shredée. Mais j'entends le vacarme de notre arche de Noé. Babette, donne-moi ma pelisse. D'un geste rapide, elle glissa dans la chaude fourrure et descendit majestueusement les marches de l'escalier. La vieille Muller suivit, toujours enveloppée de son fichu. Le burg-théâtre était plein à s'étouffer, jusque dans les plus petits recoins. Un public de choix attendait avec une impatience fébrile le lever du rideau. Au premier rang, se tenait, à sa place accoutumée, Félicien Wasilewski, en proie à une agitation extraordinaire. Il se levait, se rasseyait, couvrait son visage de ses mains et déchirait son mouchoir de poche en 1000 petits morceaux. Enfin, la pièce commença.
Le premier acte se passa dans l'habituel mouvement d'une salle trop pleine. Mais les mots du Schur, salut, Sappho, salut, eurent un effet magique. Il se fit un profond silence et tous les regards se tournèrent vers Sophie, faisant son entrée sur un char de triomphe, comme un être que la nature a créé pour dominer. Les modes gréco-romaines de ce temps permettaient à l'artiste une liberté d'habillement, telle que, de nos jours, on ne la concède qu'aux chanteuses d'opérette. Une ample draperie blanche, tenue sur l'épaule par une agrafe en or massif, suivait de près le contour ferme et élastique des seins, laissant à découvert des bras superbes. Du côté gauche, tombait, le long de la hanche, un manteau écarlate brodé d'or. Séparée, au milieu du front, l'opulente chevelure se déroulait en anneaux le long des tempes et, tenue par un bandeau blanc tissé d'or, formait un nœud de boucles sombres, qui retombait sur la nuque. Félicien tressaillit en la voyant ainsi. Elle lui sembla presque terrible. Dans la majesté de ses formes, il y avait une puissance presque violente qui le terrassait, et son pied délicat chaussé de sandales d'or appelait son baiser plus impérieusement que jamais ne l'avait fait la main blanche ou les lèvres rouges d'une femme. Mais, quand elle commença de parler, quand sa voix merveilleuse résonna, pareille tantôt à un son de cloche, tantôt à un murmure de harpe, lorsque dans chaque mouvement s'exprima la grande âme de la poétesse adorée du peuple et souveraine des cœurs rentrant victorieuse des Jeux olympiques, Sappho lui parut être la divine Sophie elle-même, la femme fière et dominatrice, despotique en amour. Comme en article il sentit alors combien follement il l'aimait, mais aussi à quel point le courage lui manquerait de jamais lui demander ses faveurs. Grillparzer et Sophie fêtèrent ce soir un triomphe complet et qui ne devait être surpassé que plus tard, lorsque, en Médée, la Shredé pétrifia littéralement son auditoire par le mot 3 fois répété, malheur. C'est surtout à la tombée du rideau que les applaudissements devinrent délirants et, pendant que Sophie se voyait contrainte de paraître et de reparaître indéfiniment, le Polonais, saisi d'une idée subite, enjamba la rampe de l'orchestre et fut en quelques instants dans la rue. Mlle Babette était, comme toujours, rentrée la première à la maison, afin de s'occuper du thé que Sophie aimait à trouver tout fumant sur la table. Elle haletait en montant les marches de l'escalier et tâtonna en cherchant le trou de la serrure. Soudain, une main glacée s'empara de la sienne et elle sentit une ombre se dresser près d'elle. Mlle Babette en éprouva une telle frayeur que la voix lui manqua pour crier. En ces temps de romantisme et d'histoire de brigands, l'apparition d'un revenant était, pour une imagination exaltée par les pièces de théâtre et les romans, quelque chose de tout naturel. La gouvernante tremblait de tous ses membres et menaçait de s'évanouir. Heureusement, une formule pour conjurer les esprits lui revint en mémoire, et elle murmura d'une voix étouffée par l'angoisse, « Tous les bons esprits louent le Seigneur. » « Je suis un très bon esprit, » répondit une voix douce, « et le Seigneur que je loue, s'appelle Sophie Shredé. »« Qui êtes-vous » questionna Fraulein Babette légèrement rassurée, « et que me voulez-vous à cette heure ?»« Ouvrez d'abord, » poursuivit l'invisible visiteur, « et faites de la lumière, je m'expliquerai ensuite. » « Mais je ne puis vous laisser entrer, » soupira mademoiselle, « vous êtes peut-être, Rinaldo Rinaldini ou Jaromir en personne. » Railla le noctambule. « Tranquillisez-vous, je ne suis ni un brigand, ni un démon de l'enfer, ni même un simple revenant, seulement un enthousiaste adorateur de la divine Shredé et de son talent. Et vous venez si tard, je le sais bien, mademoiselle Babette,
mais il me faut vous parler, à vous seul. Ouvrez, au nom du ciel, sans quoi Sappho va revenir et tout serait perdu. MLLE Babette, se laissant enfin convaincre, ouvrit et chercha du feu. À la lumière douteuse d'une chandelle, elle reconnut le Polonais. Il se tenait devant elle, moitié gêné, moitié railleur, enveloppé d'un long manteau et tenant à la main une magnifique couronne de laurier. « Ah! C'est vous, dit-elle. Et vous désirez que je remette cette couronne à la Shredé. » Elle étendait sa maigre main, pour la prendre. « Certainement, je le veux, mais ce n'est pas tout ce que j'ai à vous demander. Parlez vite, car elle va venir, et il faut qu'elle trouve son thé prêt, sans quoi elle se fâchera. Laissez-le-moi faire. Nous autres Polonais nous y entendons à la perfection. Je serai si heureux que la grande Sappho bût, ce soir, du thé préparé de ma main. Nous n'avons pas le temps, plus qu'il ne faut. » Babette secoua la tête, puis se hâta de chercher ce qu'il fallait. « Au moins, entrez dans ma chambre, continua-t-elle, afin que je puisse vous faire sortir inaperçu. Par ici, monsieur le comte. » On donnait, en ce temps, le titre de comte à tous les Polonais indistinctement. Le jeune homme obéit et fit montre d'une véritable virtuosité à composer le breuvage ambré. MLLE Babette ne revenait pas de son étonnement. Tout en manipulant le samovar, il s'entretenait avec la gouvernante. « Donc, chère mademoiselle, vous lui remettrez la couronne. »« Certainement. Et vous lui exprimerez toute ma fervente admiration pour son rôle d'aujourd'hui. »« Oui, monsieur le comte. Elle a été insurpassable. Grandiose. Vous comprenez donc que je vénère votre maîtresse. Je m'étonnerais du contraire. Et vous comprenez que je l'aime, que je suis forcé de l'aimer, de l'adorer. Si j'étais homme, je ferais comme vous. Par conséquent, ma chère, ma bonne, mon angélique mademoiselle, procurez-moi quelque chose que Sophie Shredé ait porté, et si ce n'était qu'un simple ruban ayant reposé sur sa divine poitrine, je le conserverai comme un fétiche, un talisman, aussi longtemps que je vivrai et jusqu'à l'heure de ma mort. C'est ce que je ne puis pas, monsieur le comte. Vous ne pouvez pas, se récria le Polonais. Et me laisser mourir, sans une consolation, sans un réconfort, cela vous le pouvez. Mais que voulez-vous que je vous donne? Ce que vous voudrez. Il n'y a pas un seul objet dont elle puisse se passer. Le Polonais, qui avait fini de préparer le thé, saisit le flambeau avec une hâte fébrile, et se dirigea d'un pas rapide, à travers les salles, jusqu'à la chambre à coucher de la tragédienne. Là il s'arrêta avec un tressaillement d'extase et regarda autour de lui avec émotion. « Que faites-vous » s'écria Babette qui l'avait suivi épouvantée. « Ne savez-vous pas que c'est ici un sanctuaire que le pied d'aucun mortel n'est autorisé à fouler? » « Laissez-moi jouir de ce moment divin, » repartit le Polonais avec feu. « C'est derrière ces rideaux que repose ce corps divin et, ce tapis, son pied l'effleure journellement. » Il s'agenouilla et baisa le tapis. En se relevant, il tenait à la main une pantoufle, qu'il brandit triomphalement. « Vous vous demandez ce que vous allez me donner? Chère, délicieuse Babette, donnez-moi cette pantoufle de l'immortel, vous ferez de moi le plus heureux des mortels. » Cette pantoufle moins que toute autre chose, repartit Babette, elle va rentrer et voudra la mettre. Plus jamais elle ne la mettra, s'écria l'amoureux d'un ton résolu.
En vain, l'excellente fille fit tous ses efforts pour la lui reprendre, le jeune homme échappait sans cesse à sa poursuite et elle dut lui faire la chasse, à travers toute la série des chambres, jusque dans la cuisine. Là, le Polonais prit son manteau, mit son chapeau et voulut sortir, mais Babette le retint, nouvelle Putiphar, par le peine de son manteau. Seigneur Dieu, gémit-elle, vous ferez encore mon malheur. Je ne vous laisserai point partir, monsieur le comte, que vous ne m'ayez rendu la pantoufle. Je ne la rendrai qu'avec la vie. Êtes-vous donc tout à fait fou? Je vous en donne son poids d'or, fit l'exalté en tirant de sa poche, sa main pleine de ducats qu'il jeta sur la table. Non, non, cria la malheureuse gouvernante avec angoisse, je ne veux pas de votre or, je ne prends point d'argent, je veux la pantoufle. Ayez pitié, donnez-la à moi. Pourquoi donc vous faut-il absolument cette pantoufle? La pantoufle de Sappho, reprit le gentilhomme avec solennité, pour y imprimer chaque jour mes lèvres, à l'endroit qu'a touché son doux pied. Mon Dieu, tout cela est bien bel et bon, soupira Babette, les chevaliers et les nobles brigands en agissaient ainsi, mais, si la pantoufle manque, je suis perdu. Rendez-la à moi. Babette, céleste Babette, pouvez-vous être assez cruelle pour m'arracher l'objet de mon adoration? Oui, je suis assez cruelle, dit-elle en souriant, le rôle de cruelle lui plaisait évidemment. Même, si je vous implore à genoux. Le jeune homme s'était jeté à ses pieds et levait la pantoufle d'un air suppliant. Mais, mon Dieu, que faites-vous donc? Au même instant, la porte s'ouvrit, on perçut un froissement de jupe, Babette poussa un cri et le Polonais, bondissant sur ses pieds, demeura comme pétrifié. La Schredé venait de paraître sur le seuil. Elle portait encore le bandeau tissé d'or autour de sa tête et le péplum blanc de Sappho. Elle n'avait quitté que son manteau, le remplaçant par sa chaude pelisse. Sophie se présentait la tête haute, dans toute sa majesté, ses formes appuyantes et son bras robuste entouré de la sombre fourrure, comme sur l'image fameuse que nous possédons d'elle. Un regard, un éclair de ses yeux qui eurent légué dans l'ombre toutes les impératrices et les princesses régnantes que les Viennois avaient eu récemment le loisir d'admirer au grand congrès, et le jeune enthousiaste se trouva à genoux. Elle fit 2 pas en avant et s'arrêta, comme une souveraine devant un esclave qui sait attirer le plus terrible châtiment. Les yeux de la tragédienne le fixèrent un moment, puis, se tournant vers Babette, « Que se passe-t-il » questionna-t-elle. « Comment monsieur se trouve-t-il dans ma demeure? Et qui l'a autorisé à y pénétrer » Babette, rouge jusqu'aux oreilles, se tenait, les jambes tremblantes, comme une pécheresse. Parce que, balbutia-t-elle. Je demande une réponse. Qui a fait entrer monsieur? Wasilowski se releva. Ne la grondez pas, dit-il, elle ne pouvait faire autrement. Mon enthousiasme pour vous, madame, a triomphé de ses résistances. Je suis le seul coupable, le seul. Vous avouez donc. Je ne nie point, je demande grâce. Vous reconnaissez votre faute. Grâce? L'actrice ne put s'empêcher de sourire. D'abord l'instruction et la sentence. La grâce ne vient qu'ensuite. Oui, punissez-moi, supplia le gentilhomme d'une voix tremblante d'amour et, un peu aussi, de crainte. Punissez-moi cruellement, le châtiment même que vous m'infligerez,
me sera une joie et une consolation. Avant tout, je désire savoir ce que vous vouliez de ma fidèle Babette et pourquoi vous lui avez offert de l'argent. Je l'ai prié, répondit loyalement et simplement le jeune homme, de me donner la pantoufle de Sappho et, comme elle me la refusait et cherchait à me l'arracher, je lui ai offert. Il se tut en baissant les yeux. Une poignée d'or pour une vieille pantoufle. Railla la Shredé, tandis qu'un charmant sourire éclairait son austère visage. Mais où donc est ce précieux objet? Je suis lasse et en ai besoin pour me reposer, oserais-je vous prier de me laisser gracieusement ce que Mlle Babette m'a si impitoyablement refusé. Quelle valeur attribuez-vous donc à cette pantoufle? Questionna la tragédienne, s'égayant de plus en plus. Je ne puis vous dire cela ici, suivez-moi donc au salon, dit Sophie, qui commençait à s'amuser royalement de la situation. Là, vous me donnerez l'explication de votre singulier désir. Elle passa devant, avec l'allure d'une souveraine, et il suivit docilement, comme un enfant ou un fol amoureux. La Shredé alluma les bougies d'un candélabre en argent qui se trouvait, sur une console dorée, devant un trumeau, et se laissa choir, avec cette majesté qui sied mieux aux femmes opulentes que la grâce aux maigres, sur le canapé, et indiqua un siège à son hôte, d'un geste plein de noblesse. Vous vous nommez Félicien Wasilowski. Donc monsieur Wa, comment dites-vous? Wasilowski. C'est un nom difficile. Wasilowski, est-ce bien cela? Le Polonais s'inclina. Et ce serait réellement le seul désir de vous approprier ma pantoufle, qui vous aurait fait pénétrer à une heure aussi insolite dans mon domicile. Je vous ai vu dans tous vos rôles. À chaque création nouvelle, grandissait mon admiration pour la grande tragédienne, maîtresse de toutes les cordes du clavier humain, et mon adoration pour la belle artiste. Je ne suis pas belle, monsieur. Pour moi, vous êtes belle, et si vous ne l'êtes point, le sentiment que vous inspirez à mon cœur est encore 100 fois plus idéal et plus sacré, puisqu'il vous rend belle, plus belle que toutes les femmes de la terre. Je vous aime, monsieur. Pardonnez-moi, je ne puis faire autrement. Ce n'est point un enivrement de mes sens, un aveuglement de mon esprit, je dois vous aimer comme je dois respirer, pour vivre. Cette fois, la Shredé baissa son regard altier. Monsieur, je serai sincère, l'intérêt que vous me portez a cessé, depuis longtemps, d'être un mystère pour moi. Vous l'avez exprimé si souvent, d'une manière aussi chevaleresque que délicate, mais je n'y voyais qu'un hommage à la tragédienne, c'est plus, beaucoup plus, c'est tout ce qu'un cœur d'homme peut éprouver pour une femme. Nous parlions de ma pantoufle, interrompit la jeune femme. Oui, c'est vrai, en effet. Écoutez-moi donc. J'étais rempli d'admiration pour vous, je vous adorais, vous seul. Vint la soirée d'aujourd'hui. Je vous vis dans votre nouveau rôle et fus saisi d'un enthousiasme, d'un saint délire, qui me poussa à enfreindre toutes les règles des convenances et à déposer à vos pieds une couronne de laurier, en vous dérobant, en échange, un objet quelconque qui vous eût servi, et si ce n'était qu'un ruban. J'aperçus votre pantoufle, vous avez pénétré dans ma chambre à coucher, interrompit l'actrice en fronçant les sourcils. Pardonnez-moi, supplia le jeune homme. En prononçant ces mots, son regard avait une expression si enfantine, si sincère, sa main s'empara de celle de l'actrice avec une passion si convaincue, qu'elle ne se sentit pas le cœur de lui garder rancune.
Je vous pardonne, dit-elle. Et, vous me permettez de vous dire, que je vous aime, non, pas cela. Vous me condamnez au silence. Je vous y condamne. Vous êtes cruel? C'est la première fois qu'on me dit cela. Cruelle est la femme qui attire en souriant un homme dans ses filets pour, ensuite, s'en moquer et s'amuser de son tourment. Je ne suis pas une coquette, monsieur, et l'on n'a jamais pu se plaindre que de ma franchise et de ma loyauté. Ne pas entretenir une vaine espérance, n'est pas cruel mais honnête. Je sais, madame, que vous possédez cette loyauté de caractère, si rare dans le monde du théâtre, et je sais aussi que vous êtes vertueuse. Oui et non, repartit l'actrice avec un sourire. Selon moi, la vertu ne consiste pas dans les principes, mais uniquement dans l'amour. Une femme qui, par amour du lucre et du luxe, accorde sa main à un homme qu'elle n'aime point, n'est pas moins vicieuse que frein et qui vend ses faveurs. Le calcul est aussi répugnant que le dévergondage. En revanche, une jeune femme qui aime sincèrement, est toujours vertueuse, qu'elle offre ses lèvres roses au baiser dans une chambre nuptiale somptueusement décorée, ou sous les tilleuls et sur la bruyère, ainsi que chante le poète d'amour, Walter de la Vaugeois. Je vous comprends. Me comprenez-vous tout à fait? Je le crains. Reparlons de la pantoufle. Non, parlons du sentiment qui me domine et me remplit, qui me fait tressaillir au son de votre voix, au moindre froissement de votre robe. Ne croyez pas que je sois assez téméraire pour oser espérer être payé de retour. Je serais trop heureux déjà, de pouvoir, journellement, vous mettre et ôter vos souliers, et vous offrir mon bras pour monter dans votre carrosse. De tels rapports sont impossibles, déclara la jeune femme d'un ton ferme, du moins en ce qui me concerne. Une coquette prendrait sans doute quelque plaisir à recevoir ces hommages, et s'en ferait un jeu. Mais moi, je ne me sens pas capable d'occasionner des tourments que je ne pourrais apaiser, les augmenter, me paraîtrait indigne de moi. Je suis sincère, monsieur Wasilewski. Vous m'intéressez, mais je ne puis être à vous. C'est pourquoi, il faut nous séparer. Vous voulez être mon esclave. Je suis fort capable de réduire un homme en esclavage, mais un homme que j'aimerais et que je pourrais rendre heureux. Vous avez raison, soupira Wasilewski après un long et douloureux silence. Je dois vous fuir. Je vous aime de toute la folle ardeur d'un cœur innocent, mais votre compassion me serait intolérable. Une femme cruelle peut seule renoncer à l'amour, et vous, vous êtes bonne. Je me ressaisirai, je ne vous verrai plus. Je retournerai dans ma patrie et tâcherai de vous oublier, mais un sourire d'enfant éclaira sa tristesse. Il faut que vous me donniez un talisman, divine Sappho, votre pantoufle. Et pourquoi justement ma pantoufle? Il est d'usage, dans mon pays, lorsqu'on aime et qu'on veut offrir le suprême hommage à une femme, de lui dérober son soulier et d'y boire à sa santé, répondit le jeune homme avec un sérieux atteignant presque à la solennité. Je baiserai journellement l'endroit qu'a touché votre pied. La grande Schredé s'abîmait dans les réflexions. Autour de ses lèvres, se jouait comme de l'espièglerie. Bien, monsieur, dit-elle enfin, je vous fais cadeau de la pantoufle. Comment vous remercier, s'exclama le jeune homme en lui prenant la main et en la couvrant de baisers. Écoutez la suite. Vous offriez à Babette une poignée de ducats pour cet objet, en effet. Si vous étiez prêt à payer d'une telle prodigalité une vieille pantoufle usée,
Que donneriez-vous pour le pied même de Sappho? Le pied? Comment cela? Écoutez-moi jusqu'au bout. J'ai ici une pauvre comédienne qui se nomme Muller, une artiste de mérite et une excellente femme. Actuellement, elle meurt de faim et de froid et est presque toujours malade. Je devine, cette mendiante, elle-même. Vous la rendriez heureuse en lui donnant les moyens d'entreprendre un petit commerce, et c'est pourquoi je vous demande, à vous qui offriez de l'or pour baiser la pantoufle de Sappho, combien vous donneriez pour baiser son pied même. La bienfaisante artiste, en un caprice olympien, avait eu cette charmante pensée, mais, à l'instant où elle la formulait, elle en eut honte, rougit et baissa les yeux. Wassilous qui ne lui laissa pas le temps de se reprendre. J'offre ma fortune entière pour une telle faveur. Vous prenez ma folle idée au sérieux? Ne reprenez point votre parole, je vous en supplie. Eh bien, soit, fit la Shredé en retrouvant son sourire. Vous pourrez me baiser le pied, mais, je vais vous faire un écrit. Non, non, interrompit la tragédienne, je n'accepte qu'une somme pouvant tirer de souci ma pauvre Muller et dont vous puissiez facilement vous passer, car je vous sais riche. Je suis à vos ordres. Peut-être 100 ducats. Le gentilhomme se précipita dans la chambre voisine où il avait remarqué la présence d'un écritoire, et rapporta à la tragédienne une feuille couverte de sable d'or. Elle la parcourut. C'était un chèque de 500 ducats. Sophie plia la feuille lentement, très lentement, et la cacha dans son sein palpitant, tandis qu'une rougeur révélatrice montait de ses joues à son front et, bientôt, couvrait son visage tout entier. Enfin, rejetant avec décision, sa fière tête en arrière, « Il le faut, dit-elle. Avec ces mots, toute sa sérénité rayonnante de déesse lui revint. Venez, prononça-t-elle de sa voix sonore. Elle alla brusquement au fauteuil le plus proche, s'y laissa tomber et, avant que son adorateur eût compris son intention, elle rejeta sa sandale et dénuda son pied, d'une forme aussi parfaite que n'importe quel marbre antique. Ici, commanda-t-elle. Wassilous qui vit briller le pied sous la sombre fourrure qui enveloppait les divins membres de l'artiste, et tressaillit. Eh bien, vous ne voulez pas le baiser, dit-elle avec un sourire enchanteur. Elle était vraiment belle, en ce moment. Le jeune homme se prosterna devant elle et pressa ses lèvres brûlantes sur le marbre glacé qu'elle lui présentait, une fois, 2 fois. Puis il mit son front contre terre et, avant qu'elle n'eût pu l'empêcher, saisit le pied et le posa sur sa nuque. Laissez-moi être votre esclave, pour toujours. La Shredé retira vivement son pied. Levez-vous, ordonna-t-elle. Vous ne pouvez pas être mon esclave. Non, non, je ne dois pas. Il restait toujours à genoux et la contemplait en extase. Enfin, il revint à lui, baisa une fois encore, avec une tendresse passionnée, le pied de Sappho et sortit précipitamment. Sophie Shredé demeura immobile, le front appuyé dans sa main, et perdue dans ses pensées. Félicien Wassilous qui est mort, il y a quelques années, dans ces terres de Pologne. Il avait atteint un grand âge et ne s'était jamais marié. Ses héritiers découvrirent, parmi toutes sortes d'objets précieux, un coffret d'ébène incrusté d'ivoire, où se trouvait une vieille pantoufle fanée. Le premier étonnement passé, ils s'en amusèrent, et n'en parlent jamais qu'en riant.
transcriberes note, asterisk indicates a missing word or probable typo in the text other possible typos have been left a font in the original. This is only one story from the collection named on the title page. Some other stories were called from the same collection and can also be found at Project Gutenberg. Librairie C.H. Carrington, Paris. La Tsarine noire et autres contes. L'amour cruel à travers les âges, par Secker Mazochin, volume 18 Jésus. 5 fr Tortures et tourments des martyrs chrétiens. Traité des instruments de martyrs et des divers modes de supplice employés par les païens contre les chrétiens, par le révérend Père A.N.T. Gallonio. Un fort beau volume p. In 4 degrés avec 46 planches. 20 fr. La porte du baiser, traduit de l'anglais de J.W. Harding, par F. Boutet, préface de Monsieur le Comte Robert de Montesquieu. Un volume 18 Jésus, couve. Illustré, dessin hors texte. 3 fr 50, La porte du baiser illustre l'une des épopées les plus intéressantes de l'histoire du peuple d'Israël, la guerre entre Zéchia et Sénachérib, le terrible roi de Babylone. Le Beau Nègre, par Hector France. Nul mieux que Monsieur H. France ne pouvait peindre cette intensité de couleurs, les paysages tropicaux où se joue ce drame véridique. Nul ne pouvait analyser, avec cette finesse et cette sûreté, les passions ardentes dont sont agités les personnages de ce livre plein de vie. La couverture, tirée en couleur, est de L. Malteste, les illustrations sont de G. Dole. Un volume 8 degrés. 3 fr 50 Pen Michael, Messire Volodiovski, par Henryk Sienkiewicz, auteur de Quo Vadis. Un fort volume 18 Jésus de 600 pages. 10 dessins hors texte de Monsieur Van Mael, couve. Illustré. 3 fr 50 Pen Michael, qui clôt magnifiquement la trilogie consacrée à l'histoire de la Pologne du temps de Sobieski, ne le cède en rien aux ouvrages qu'il complète, par le fer et par le feu et le déluge. Au-delà des portes, par Stuart Phelps. Ouvrage consacré à la vie d'outre-tombe. Traduction française et préface de C.H. Grolot. Un volume 12, couvert. Illustré. 3 fr 50 Les quatrains d'Omar Khayyam, traduit du persan et publié avec une introduction et des notes par C.H. Grolot. Un volume p. In 4 degrés, papier de Hollande, cadre de style persan tiré en rouge, couve. Remplié, titre or en relief. Tirage limité à 500 exemples numérotes. 10 fr. La destinée de l'homme, par John Fiske. Traduction et préface par C.H. Grolot. Un volume 12 à oblong. 4 fr. Astérisque End of the Project Gutenberg e-book La pantoufle de Sappho Updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty.
Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States,
we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder.
Additional terms will be linked to the project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol marque commercial works.
You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commerciale works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commerciale collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3,
This work is provided to UAS, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U 84 116, 801,
596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donation. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks.